Il n'y a personne qui se réveille un matin et qui se dit « j'ai besoin d'une crème personnalisée ». On apprend aux gens que c'est possible d'avoir une crème faite sur mesure pour eux. C'est quand même difficile de vendre un produit que les gens ne savent même pas que ça existe. Ce qui frappe quand on rencontre Rachel Séguin, c'est que la scientifique est jamais loin. Elle est méticuleuse, rigoureuse. Ce qui la passionne, c'est résoudre des problèmes. Et ça tombe bien parce que ce ne sont pas les défis qui manquent en entrepreneuriat, surtout dans le domaine très compétitif des cosmétiques. Et elle déploie toute l'ambition qu'il faut pour les affronter. Ça part d'une idée. C'est un cliché, mais pour fonder une entreprise, il n'y a rien de plus vrai. Il y a une étincelle, une vision qui se forme, une audace pour se bâtir et affronter beaucoup d'adversités. Dans ce balado, on va à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leur idée en réalité. On va explorer la genèse de leur idée, les défis qu'ils ont surmontés, les secrets de leur réussite. Parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine. Si on pense nouvelle génération d'entrepreneurs, ma prochaine invitée se démarque particulièrement. C'est d'abord une scientifique, une chimiste qui a la bosse des affaires et qui se donne comme objectif de ni plus ni moins révolutionner l'industrie des cosmétiques. Rachel Séguin est présidente et cofondatrice de OMI Laboratoire, une entreprise de soins pour le visage qui passe par l'intelligence artificielle pour analyser la peau de chaque client et lui faire un produit personnalisé. Et ça marche. Le chiffre d'affaires frise les 10 millions de dollars. OMI compte une 50aine d'employés et cumule autant de prix et de distinctions. Et non les moindres. À 28 ans, Rachel Séguin a été choisie par le magazine américain Forbes pour sa prestigieuse liste des 30 Under 30, les entrepreneurs à surveiller de moins de 30 ans. Disons que la chimie opère. Bonjour Rachel. Bonjour, merci de l'invitation. Qu'est-ce que la science et les affaires ont en commun, selon toi? La science et les affaires, je pense que ça nous permet d'innover et de changer les choses. Moi, je dis souvent que la science est un outil pour améliorer le monde dans lequel on vit. Donc, je dirais que c'est vraiment le grand point en commun, c'est que ça nous permet de changer les choses autour de nous. Est-ce qu'il faut autant de rigueur scientifique dans un laboratoire que lorsqu'il est le temps de faire un plan d'affaires, par exemple? Absolument, mais je dirais que le côté analytique est très important, tant en affaires qu'en sciences. Puis c'est un point, souvent on dit qu'on est une entreprise KPI-driven, donc on regarde beaucoup les données. Mais en science, c'est le même principe, on regarde les données pour prendre des décisions par la suite. Bien, en affaires, je pense que c'est le même principe. C'est ce qui nous permet de prendre les meilleures décisions, c'est lorsqu'on prend le temps d'analyser au quotidien nos résultats. Tu es originaire de Pincourt, dans l'ouest de Montréal. Tu grandis dans quel genre de famille? Je dirais que je grandis dans une famille qui est assez modeste. J'ai mon père qui est pompier et chef de la direction incendie, ma mère qui travaillait à la ville aussi. J'ai grandi comme une personne assez introvertie. J'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais j'étais quelqu'un qui rêvait beaucoup. Dès mon jeune âge, je me rappelle, à 8 ans, j'allais prendre des fleurs chez ma voisine. J'essayais de faire du parfum. À 16 ans, j'ai commencé à être cosméticienne, puis c'est là que je me suis mis à m'intéresser aux produits cosmétiques. Puis j'ai toujours été très travaillante aussi. On n'avait pas beaucoup de sous non plus, fait que moi, je voulais travailler, puis je voulais créer de la richesse à mon tour. Fait que j'ai travaillé dès 14 ans, ou même 12 ans, je pense. À 16 ans, dans le cadre d'un projet scolaire, t'imagines déjà, toi, une gamme de produits de beauté. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà là que le rêve de l'entreprise germe, même si j'imagine que l'idée n'est pas tout à fait claire encore de ce que ça pourrait devenir? Oui, absolument. En fait, je me rappelle à 16 ans avoir monté mon premier site web de cosmétiques. C'était dans un cadre scolaire, mais ça a été beaucoup plus profond que ça, l'impact que ça a eu sur moi. Dès mes 16 ans, j'ai décidé de visiter mon premier laboratoire de cosmétiques. Donc, j'ai visité un laboratoire à Montréal. J'ai rencontré un chimiste spécialisé dans l'industrie cosmétique. Puis là, c'est là que le rêve s'est vraiment ancré. Je me suis dit, un jour, je veux un laboratoire comme ça. Moi, j'étais tellement impressionnée. Puis, je me suis dit, moi aussi, je veux devenir chimiste. Je veux créer un laboratoire comme ça. Donc, c'est vraiment de là qu'est né le rêve. Puis, il m'a suivi, il me suit encore jusqu'à aujourd'hui.
Et tu étudies à l'Université Laval, justement, en chimie cosméceutique. Je savais même pas que ça existait comme programme. Ça veut dire quoi, ça? En fait, ça mélange la cosmétique et la pharmaceutique. Et la raison, c'est drôle parce que quand j'étais au cégep, j'étais à Gérald Godin. Puis, je me suis dit, il faut que j'aille étudier en France parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de programme de chimie cosmétique. Ça n'existait pas encore au Québec. Puis, par les branches, j'ai su qu'il y avait un tout nouveau programme qui ouvrait à l'Université Laval à Québec. Et c'est ce qui a fait, en fait, que je suis déménagée. Donc, j'ai été dans la première cohorte de chimie cosmétique au Canada parce qu'avant ça, il fallait étudier en France ou aux États-Unis. Donc, il y a un gros changement dans l'industrie actuellement. Avant, nos formulateurs, on les faisait venir de partout dans le monde. Mais maintenant, on en a beaucoup qui viennent de Québec et de Chicoutimi maintenant. Et ça ne s'arrête pas là parce que la chimiste que tu es se lance après dans une maîtrise en sciences pharmaceutiques. Oui. Et là, tu vas étudier le psoriasis, les maladies cutanées. Tes recherches, ça consistait en quoi, en fait? J'ai eu la chance, avant de faire ma maîtrise, de travailler dans le domaine de l'ingrédient actif. Donc, j'ai travaillé de prime abord dans des systèmes d'encapsulation pour des nouveaux ingrédients actifs, odeurs, pigments sur le marché. Donc, je travaillais avec des grandes entreprises, puis on créait des nouveaux ingrédients ensemble. Suite à ça, j'ai travaillé dans une autre entreprise qui, eux, vendaient des ingrédients actifs et je travaillais avec eux sur des nouveaux concepts. Et avec eux, c'est là que j'ai pensé à mon projet de recherche parce que je voyais l'opportunité de certains de ces ingrédients-là de devenir des ingrédients à propriété antipsoriasique sur le marché. Donc, je leur ai proposé de faire une maîtrise en collaboration. Puis, moi, mon rôle, ça a été de faire pousser de la peau en laboratoire. Donc, je faisais littéralement des substituts de peau et je testais les ingrédients que j'avais vus qui avaient du potentiel antipsoriasique sur ces substituts de peau. Et d'ailleurs, il va y avoir prochainement des beaux résultats qui vont être publiés en lien avec ces recherches-là. Donc, mon but, c'était de trouver une solution avec des ingrédients cosmétiques pour le psoriasis. Pendant tes 7 ans d'études, tu l'as dit, tu travailles comme cosméticienne aussi en même temps. Qu'est-ce qui te passionne autant dans ce métier-là? Parce que c'est aussi un grand contact avec le public, là. Moi, mon trip dans la vie, c'est de trouver des solutions, puis je pense que c'est mon côté scientifique. Puis ce qui me passionne le plus, c'est quand j'étais en pharmacie, puis quelqu'un venait me voir, puis il me disait, j'ai un problème de peau, j'arrive pas à trouver de solution, j'ai essayé plein de choses, puis Rachel, peux-tu m'aider avec tes connaissances? Puis là, je passais mon temps à lire les listes d'ingrédients, puis essayer de trouver le meilleur match d'un produit pour que ça fonctionne sur leur peau. Donc, moi, c'était ça qui me faisait triper, c'est d'essayer d'aider les gens à trouver des solutions à leurs problématiques de peau puis faire qu'ensuite, ils ont plus confiance en eux. Tu sais, je veux dire, ça a tellement un gros impact sur la qualité de vie d'une personne lorsqu'on est bien dans sa peau puis qu'on trouve une solution lorsqu'on a des réels problèmes de peau. Donc, moi, j'adore les peaux sensibles, les peaux problématiques, ceux qui ont des peaux atopiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est mes défis préférés au quotidien. Tu vas rencontrer Andrea Gomez, avec qui tu vas fonder éventuellement l'entreprise, mais vous ne vous connaissez pas au départ. Hein? Non. Mais toutes les deux, vous avez travaillé comme cosméticienne. Comment vous vous rencontrez, les deux? En fait, sans même se connaître, Andrea puis moi, on avait vu la même problématique sur le marché. Donc, comme je disais, moi, ce qui me passionnait, c'était les peaux complexes qui n'arrivaient pas à trouver une solution directement, facilement sur les tablettes. Puis Andrea, alors qu'on ne se connaissait pas, avait vu la même problématique. Elle-même avait de l'acné et des rougeurs. Quand tu as ces deux problèmes-là en même temps, c'est extrêmement difficile de trouver un produit adapté. Elle était suivie en dermatologie, puis elle s'est dit, ce serait génial si on pouvait créer des soins personnalisés. Andrea était en administration des affaires. Elle a commencé ses démarches entrepreneuriales. Et moi, de mon côté, j'avais commencé aussi mes propres démarches entrepreneuriales pour créer des soins personnalisés. Et c'est quelqu'un qui nous connaissait toutes les deux à l'Université Laval qui a dit, là, les filles, il faut que vous vous rencontrez. Vous avez une idée qui se ressemble énormément. Vous seriez super complémentaires. Donc, moi, tout le côté scientifique, puis Andrea qui avait tout le côté administration. C'est comme une espèce de blind date professionnel. Absolument, absolument. Puis dès qu'on s'est rencontrés, on est partis dans ce temps-là. Justement, je travaillais à New York dans le domaine de l'ingrédient. On est partis à New York ensemble, rencontrer des fournisseurs, puis c'est comme ça que ça a commencé. Il y a eu un match, là. Ouais. Il y en a qui tombent en amour, vous tombez en affaires, vous. Une espèce de coup de foudre professionnel. Sauf qu'au début, vous fondez une autre entreprise, oui. Une jeune pousse avec une troisième personne, et ça marche pas. Ouais. Vous entendez pas sur l'orientation à prendre. Exact. Andrea et moi, on était très axés sur la recherche. On voulait faire un gros projet de recherche, notamment avec le Conseil national de recherche du Canada. Notre but, c'était de créer des soins qui allaient avoir de l'impact. Mais pour réussir à faire ça, tu peux pas faire ça sur un coin de table. Ça prend énormément d'études, de recherche, de démonstrations scientifiques pour montrer que le produit fonctionne. Puis on le savait qu'en investissant dans la qualité du produit, qu'on aurait un bien meilleur impact que simplement commencer et vendre
un peu n'importe quoi sur le marché. Donc, on avait ces valeurs-là, on n'arrivait pas à s'entendre. Donc, on a donné / vendu l'entreprise, la première entreprise, et on est parti avec $0, Andrea puis moi, en 2018. Parce que vous aviez investi quand même 15 000 chacune à l'époque dans cette entreprise-là. Vous le perdez, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça laisse comme marque? Quand on perd son entreprise pour une première fois, ça fait peur. Tu te dis, les gens t'associent à l'autre entreprise. Tu te dis, comment je vais faire pour reconstruire? Donc, sur le coup, ça fait peur. Puis tu te dis, comment on va faire pour reconstruire quelque chose de plus gros? A posteriori, moi, je vois ça comme le plus bel apprentissage qu'Andrea et moi, on a fait sur nous-mêmes. Ça nous a rendus extrêmement fortes comme associés. On a passé à travers des périodes extrêmement difficiles ensemble. Le fait qu'on ait passé à travers tout ça, ça nous a informés sur nos valeurs. Et d'ailleurs, le nom d'OMI, c'est 3 valeurs mises ensemble. Tu dis c'est les 3 valeurs O-M-Y. Oui. Quelles sont-elles? Oui, donc il y a l'onomatopée O qui représente l'expérience 360. OMI, on ne vend pas juste un produit, on vend vraiment une expérience, un accompagnement, un suivi. Puis ça, c'est dans nos valeurs. T'sais, on ne veut pas te vendre un produit une fois, puis s'il ne fonctionne pas, tu reviens vers nous, on reformule jusqu'à temps qu'il soit parfait. Là, ensuite, il y a OM, O-M, qui est le mantra Aum, qui est la connexion avec la Terre. On est une entreprise certifiée B Corp. Quand je dis que je suis perfectionniste aussi au niveau de l'impact qu'on a sur la planète. Donc, tant au niveau du choix des emballages, du choix des ingrédients, le fait qu'on est une entreprise végane, 95% et plus d'origine naturelle. On utilise énormément de biotechnologie parce que c'est à la fois hyper efficace, mais beaucoup mieux pour l'environnement. Donc, bref, on est très innovant. Puis finalement, le Mi ou le My qui représente la personnalisation, l'individu qui est au cœur de l'entreprise. Est-ce que ta relation avec l'argent, tu dis que tu venais pas d'une famille très, très riche non plus. Oui. Est-ce qu'on t'a mis en garde toute ta vie de pas dilapider ton argent, de te mettre en sécurité? Absolument. Ce que j'ai entendu toute ma vie, c'est économise, garde tes sous. Moi, j'étais une écureuil. Puis encore aujourd'hui, tu sais, quand je voyage, j'ai la réputation d'être cheap un peu, ces hôtels. Puis sur les trucs, tu sais, je fais attention. Mais ça reste que j'ai compris, grâce à certains mentors, qu'on n'avait rien à perdre d'un certain sens. On avait tout à gagner puis à apprendre. Puis il a fallu incarner cette mentalité-là, pas avoir peur de prendre des prêts, des choses pour être capable de monter OMI jusqu'à où est-ce que c'est aujourd'hui. Si on n'avait pas pris de risques financiers, on n'aurait pas réussi à créer l'entreprise qu'on a aujourd'hui. Mais ça a été beaucoup de travail sur soi, puis de se faire confiance, puis de se dire, c'est quoi le pire qui pourrait arriver à ce moment-là. Puis que le 15 000 $ que vous avez perdu dans l'autre entreprise, finalement, c'est peut-être une expérience que vous avez payée. Cours Entrepreneurship 101. On va l'appeler comme ça. Oui, c'est vraiment aujourd'hui, je le vois comme ça, comme si j'avais investi en moi. Vous avez donc à peu près $0 en poche. Andrea se lance à la recherche de financement, de bourses, de subventions. Toi, tu te mets sur la recherche, le développement. Comment tu te rappelles, comment tu qualifies cette période-là au tout début? Vu qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait, je dirais que ça a été une période qui était vraiment agréable. Oui, on travaillait énormément, on était fatigués, mais on était dans l'innovation, puis à chaque jour, ça avançait, donc c'était vraiment une belle période. Au début d'OMI, le premier laboratoire, c'était dans ma chambre de résidence là, pour faire des tests. Donc, à ce moment-là, moi, j'allais dormir avec mon ex du moment dans un petit lit simple parce que ma chambre, elle avait trop d'ingrédients puis de trucs pour dormir là. Finalement, on a pu se négocier un bench dans les laboratoires de l'Université Laval. On avait des locaux sur 4 étages. Je veux dire, il y avait hâte qu'on parte à un moment donné. Mais c'est pour ça qu'on dit que OMI est en quelque sorte né à l'Université Laval. Là, sans le soutien de cette institution-là. Ça n'aurait pas été possible. Non, ça prenait ça. Je veux dire, il y a tellement d'investissements au début d'une entreprise qu'on n'aurait pas pu investir jour 1 dans des laboratoires aussi haut de gamme que ce qu'on a besoin pour créer nos soins personnalisés. Donc, on a vraiment eu un beau soutien dès le départ de l'université dans le lancement de l'entreprise. Vous allez aussi recevoir l'aide d'un ange investisseur qui vous fournit 50 000 $. Oui. Ça vous permet d'aller chercher d'autres argent dans le milieu des affaires, à la Banque de développement du Canada. C'est quoi l'importance de s'entourer, puis surtout écouter aussi les conseils des investisseurs autour? Cet investissement-là était particulier parce que c'est un investisseur qui est très passif et très encourageant. À chaque année, lui, il donnait des bourses à des nouveaux entrepreneurs à l'Université Laval. Et nous, on avait gagné une des bourses. Puis, quand on arrivait pour faire notre montage financier d'un
dans ce temps-là, c'était un total de 300 000, principalement en subvention prêt. Ils nous ont dit, là, les filles, vous n'avez pas d'actifs à ce moment-là. Donc, Pierre est venu, puis il a dit, moi, je suis prête à vous donner 50 000. Il dit, moi, je vois ça comme une perte. Moi, je me dis, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Finalement, c'est un de ses meilleurs investissements qu'il y a eu. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, il est très heureux d'avoir cru en nous à ce moment-là. Quand on sait où est-ce qu'on s'en va, on a besoin de croire en nous, puis d'avoir des gens qui croient en nous, mais tout en gardant un certain niveau de vulnérabilité et d'être très, ce que j'appelle coachable. Andrea puis moi, on sait qu'on sait rien, puis on se laisse toujours guider par des experts autour de nous et on s'entoure d'experts. Toi, tu gères les équipes scientifiques, le marketing, Andrea s'occupe de l'innovation, l'administration, les finances. Ouais, comment est-ce que vous séparez tout ça? C'est ça. Moi, je suis vraiment en charge de tout ce qui est le développement du produit, de son idéation à sa commercialisation. Donc, ça veut dire que je vais toucher à la fois au marketing jusqu'au balbutiement de la création du produit et à la technologie. Andrea va être vraiment en charge de tout ce qui touche les finances, les ressources humaines, donc vraiment l'administratif de l'entreprise versus moi, je suis un peu comme le product owner, donc vraiment du côté du produit. À quel moment tu as l'impression qu'en toi, c'est l'entrepreneur qui commence vraiment à émerger? Parce que c'est pas la même tête, penser au produit et avoir la tête entrepreneuriale, il me semble. Oui, je crois que c'est le fait que je sois très débrouillarde et autodidacte que l'entrepreneur s'est créé parce que je me suis mis à apprendre plein de choses que je connaissais pas nécessairement à la base, puis à devenir un peu experte dans chaque chose, mais jamais 100% experte non plus. Donc, je dirais que c'est comme ça que l'entrepreneur est devenu. Vous commencez avec des boutiques éphémères au départ. Ça veut dire rencontrer chaque client, faire son profil, fabriquer le produit. C'est long, c'est beaucoup de temps. Côté acquisition de clients aussi, c'est pas mal à pas de tortue, j'imagine. Oui. Faut changer d'approche rapidement. C'est quoi le déclic? On savait dès le départ qu'on voulait être en ligne. Le problème, c'est que tu peux pas facilement naître en ligne quand t'es pas un influenceur. Andrea puis moi, personne nous connaissait à part notre petit réseau, là. Donc, comment tu te fais découvrir et comment tu parles de ton produit à des nouvelles personnes, c'est pas du jour au lendemain que le trafic va arriver puis que la notoriété va se faire. Donc, aussi pour financer l'entreprise au début, c'est le fait de faire des pop-up, ça nous permettait de faire des ventes de manière plus rapide. Bon, Andrea puis moi, on avait été cosméticienne pendant des années. On savait c'était quoi être dans un lieu puis faire de la vente directe. Donc, on trouvait que les pop-ups, c'était une belle option pour commencer à rencontrer des gens, à créer nos premiers ambassadeurs. Puis, c'est souvent ça que je dis. Les gens qu'on a rencontrés dans les pop-up au début, qui souvent achètent encore du Omi aujourd'hui, ils ont été des ambassadeurs pour Omi parce qu'ils nous connaissaient, Andrea et moi. Ils ont connu l'histoire, ils se sont impliqués même dans les tests de nos nouveaux produits. Donc, ces clients-là étaient essentiels. Il y a un sentiment d'appartenance. C'est ça, le sentiment d'appartenance est incroyable. Puis, ça nous a donné le temps de finir de monter notre technologie qui est Skinia. Skinia, dès le départ, moi, j'avais un ami qui était spécialisé en intelligence artificielle. J'y parlais de notre projet, puis ensemble, on a brainstormé autour de ça, puis on a vu l'opportunité d'utiliser l'intelligence artificielle avec une analyse photo et des questions pour pouvoir créer des soins personnalisés. Je retourne en 2017-2018, personne ne faisait ça. Aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises de cosmétiques ont leur propre intelligence artificielle ou en tout cas utilisent un système d'intelligence artificielle, mais à ce moment-là, c'était vraiment novateur. Donc nous, on a décidé de créer notre propre outil d'intelligence artificielle pour que l'entreprise puisse croître de manière accélérée sur le web, mais j'avais quand même besoin de la première étape de rencontrer les clients pour pouvoir nourrir ce système-là puis que les gens commencent à parler d'Omi. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué à développer? L'intelligence artificielle, pour nous, c'est vraiment au cœur même de notre modèle d'affaires. Et oui, c'est complexe à apporter sur le marché. Ça a coûté beaucoup plus cher que ce que je pouvais m'imaginer que ça coûterait initialement. On vient encore d'investir un autre 700 000 $ sur l'intelligence artificielle pour la rendre encore plus performante, encore plus précise. Donc oui, c'est complexe, mais ça a toute sa valeur parce que si j'avais pas créé cet outil-là au départ d'Omi, on aurait été voué à devoir faire l'analyse de peau
à chaque personne, un par un humain, ça n'aurait pas été possible de croître l'entreprise à la vitesse qu'on croît actuellement. Puis la qualité de l'analyse est exceptionnelle par intelligence artificielle. On va beaucoup plus loin, même au niveau des allergies. Si quelqu'un a une allergie particulière, il va l'écrire dans le quiz et là, tout d'un coup, ben, les ingrédients sont ajustés en fonction. L'algorithme va s'adapter à ça. Absolument, absolument. Mais comme entrepreneur, ça coûte cher, ça prend du temps à développer. Est-ce que c'est pas stressant un peu quand même? Comment on fait pour garder le cap quand il y a ce genre d'imprévu-là? Tu dis que ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on pensait au départ. Oui. La règle que j'applique, c'est la règle du produit minimum viable. Si je regardais la version 1 de ce qu'il y a aujourd'hui, je serais un petit peu découragée, probablement sur le design, sur l'expérience utilisateur. Je me dirais, il manque peut-être telle question. Mais il faut se donner la peine de livrer quelque chose. Puis, même si c'est imparfait, il faut le livrer. Puis après ça, tu regardes les données, puis tu l'améliores progressivement. Donc, il faut se donner le temps de faire les choses. Puis Omi, c'est la même chose. Au début, là, c'est pas dans l'emballage que j'ai investi, c'est pas dans le logo. Le premier logo, c'est moi qui l'ai fait. Je suis pas graphiste, OK? Mais c'est de se dire où est-ce que je dois investir pour que la qualité soit suffisante pour créer des ambassadeurs, pour que les clients soient satisfaits, mais sans surinvestir puis créer quelque chose que les gens n'ont pas besoin. Parce que des fois, quand tu as un gros montage financier, tu te dis, OK, bien, ça va coûter X millions de développer la technologie d'intelligence artificielle. Puis si je le mets pas au bon endroit, ces X millions-là, bien, je vais avoir un outil qui est totalement désuet. Donc, moi, je pense que c'est mieux d'y aller progressivement puis d'apprendre, puis miser dès le départ dans l'endroit que ça a de la valeur. Comme nous, c'était l'analyse photo qu'on a investi davantage plutôt que dans le look du questionnaire ou dans le UX ou le UI du questionnaire. Ça n'a vraiment pas été la priorité. Le défi quand même, quand un client ou une cliente s'en va sur votre application, sur le site, après avoir fait les tests, c'est de commander. Est-ce que tout le monde commande ou est-ce que vous avez des données qui vous disent il y a la moitié des gens qui essaient les produits ou pas? Oui. Si je ne me trompe pas, dans mes dernières données à jour, c'est une personne sur 2 qui complète le quiz qui va ajouter un produit au panier. Donc, c'est vraiment énorme, là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que les produits qu'on crée, c'est qu'ils sont réellement efficaces et les gens voient des résultats et rachètent par la suite. En cosmétique, la moyenne de renouvellement, normalement, c'est une personne sur 5, donc 20% des gens vont racheter une deuxième fois une même marque au cours de leur vie. C'est très, très faible. Nous, on parle d'en haut de 50% des gens qui vont racheter, donc c'est du jamais vu dans l'industrie, type de fidélité qu'on a chez Omi. C'est énorme, effectivement. Omi vient de rentrer dans les Jean Coutu, les Brunet, dans les pharmacies, où est-ce qu'il y a déjà beaucoup de produits. Déjà, ça doit être pas simple d'entrer dans ces pharmacies-là. Puis en plus, c'est pas exactement la même chose qui est offerte, j'imagine, parce que des produits qui sont déjà sur les tablettes là-bas ne seront pas adaptés précisément à la peau personnalisée d'un client. Comment ça fonctionne? En fait, je vais retourner en arrière dans la façon que j'ai pensé Omi. À la base, j'ai décidé que pas 100% des produits allaient être personnalisés. Je voulais personnaliser les produits qui ont une réelle valeur ajoutée pour le client, que le client est prêt à payer un petit peu plus pour avoir plus de performance. Donc, quand on achète du Omi en ligne, on va généralement avoir des produits non personnalisés et nos soins personnalisés qui vont venir ensemble. Donc, en rentrant chez Jean Coutu et chez Brunet, on avait déjà 19 produits sur les tablettes, donc 2 tablettes complètes de produits. Donc, ça permet de faire une petite introduction au personnalisé sans encore être dans le soin entièrement personnalisé. Donc, d'avoir cette fluidité-là entre le produit qu'on achète sur les tablettes, le produit que j'achète en ligne, d'économiser aussi en achetant la recharge, je trouve que c'est une belle innovation qu'on a faite chez Omi. Il y a évidemment les produits, mais il y a les valeurs derrière aussi. Vous utilisez des produits véganes, pas de tests sur les animaux, sans sulfate, silicone, parabènes, majoritairement des produits naturels. Je sais que l'expression naturelle, ça peut être un piège en soins pour la peau parce que naturel ne veut pas nécessairement dire inoffensif. Hein? C'est bon pour l'image, mais est-ce que cet engagement-là, ça complexifie pour vous le développement des produits? Est-ce que c'est une barrière ou un obstacle à développer des produits? C'est sûr qu'on a eu des nouveaux formulateurs récemment qui sont rentrés dans l'équipe et c'est tout un choc pour un formulateur de rentrer chez Omi et de voir les contraintes qu'on a. On a des contraintes sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan de la sécurité. On a exclu plus de 2000 composés de nos produits. C'est drôle parce qu'avant de lancer Omi, je faisais déjà des conférences sur comment lire une liste d'ingrédients. C'est quoi les ingrédients qu'on devrait éviter dans nos produits? Donc, c'est quelque chose qui est très profondément instauré à l'intérieur de moi que de faire attention aux ingrédients qu'on retrouve dans les produits.
Oui, c'est plus complexe, mais la qualité des produits qui sortent de notre laboratoire, je veux dire, ça fait une énorme différence parce que quelqu'un qui avait une peau sensible, qui faisait des réactions à plusieurs produits sur le marché, on utilise des technologies complètement différentes, comme je disais, beaucoup de biotechnologie au sein de nos produits pour que ce soit mieux toléré chez une peau sensible, mais tout autant efficace. Les gens, quand ils essayent du Omi, ils se rendent compte de la différence. Puis oui, c'est plus long à amener un produit sur le marché. Oui, des fois, il faut faire des tests et des tests et des tests pour trouver la bonne formulation, mais les produits qu'on sort sont exceptionnels. On le sent quand on te parle que la démarche scientifique est vraiment primordiale pour toi. Est-ce que tu es davantage une chimiste en affaires ou une femme d'affaires à la formation de chimiste? C'est sûr que si je retourne au début, je te dirais j'étais définitivement une chimiste en affaires. Et aujourd'hui, vu le rôle et les fonctions que j'ai, c'est peut-être plus la femme d'affaires qui est encore chimiste, là. Donc, c'est sûr que ça l'a changé. Mais au fond de moi, mes décisions sont toujours prises en tant que scientifique. Puis ça, je pense que ça se sent dans l'entreprise que j'ai créée avec Andrea. Puis c'est hyper important pour moi. Puis même, je vais donner des exemples très concrets. On partait un développement de produit. Dès le départ, quand on part un développement de produit, on s'attend à un certain niveau d'efficacité. On les établit d'avance. OK? On va dire, on veut minimum X% d'impact au niveau de l'hydratation. Je vais dire n'importe quoi. Si on n'atteint pas les résultats, OK, on a déjà investi des milliers et milliers de dollars dans le développement du produit, on arrive à la fin. Si ça ne réussit pas le test auprès du test consommateur, on recommence la boucle au complet et j'ai bloqué plein de sorties de produits comme ça. Puis à chaque fois, les gens doivent se dire, mais elle est complètement folle. Combien d'argent qu'on a mis dans ce produit-là pour l'amener jusqu'au bout des tests? Puis parce qu'il manque 5%, elle nous fait tout reformuler. Mais oui, je veux dire, moi, je suis obsédée par l'efficacité, la qualité. Puis c'est ce qui a fait qu'Omi est là aujourd'hui. Donc, c'est presque control freak, ça. C'est presque... je dirais que j'étais un petit peu perfectionniste. Ouais. En 2019, vous êtes de passage à l'émission Dans l'œil du dragon. Est-ce que cette émission-là a en quelque sorte propulsé un peu votre entreprise au Québec? Est-ce qu'il y a vraiment eu un effet dragon, comme on dit, là? C'est certain qu'il y a eu un effet dragon. En 2019, on venait de lancer nos crèmes sur mesure et Skinia. Le mois qu'on a passé à l'émission, c'était le mois que ça a été mis sur le marché. L'effet dragon a été énorme pour nous. Ça a vraiment marqué le début de l'entreprise et on a construit sur cet effet-là. On a été chercher plusieurs visibilités suite à ça, justement d'aller dans les radios, les journaux. Ça nous a permis de faire rayonner la marque et ça a vraiment été le point tournant du départ de l'entreprise. Puis suite à ça, la COVID est arrivée. Les gens ne pouvaient plus aller parler à leur cosméticienne pour avoir des conseils. Donc, on devenait vraiment encore plus essentiel pour pouvoir créer des soins personnalisés en ligne. Donc, ça a vraiment été des grosses années de croissance qui ont surpassé ce qu'on s'attendait. On avait dit des chiffres au Dragon, de chiffres d'affaires prévisionnels, puis ils se doutaient qu'on allait pouvoir les faire. On les a dépassés largement. Allègrement. Ouais. Et les produits sont fabriqués à Québec. C'est aussi dans ces années-là que vous avez, j'imagine, bâti vos installations dans le parc Chauveau, pas loin de l'ancienne Lorette. Vous avez investi 2 millions de dollars là-bas en 2022 pour automatiser les opérations, augmenter les capacités de production. Quand on passe d'une jeune pousse à une entreprise, je dirais pas encore une grande entreprise, mais une entreprise quand même, avec ce que ça implique de professionnalisation des processus, de gestion. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. C'est sûr que de rentrer dans le laboratoire en 2022, ça nous donne plus de latitude, plus de capacité d'innovation aussi. Ça change au niveau des rôles. Évidemment, plus l'entreprise croît, plus on a des rôles qui évoluent, autant Andrea et moi que nos employés qui ont dû se spécialiser davantage avec l'équipe qui grandit. Et on est allé chercher aussi une ingénieure qui travaille avec nous, qui gère vraiment l'aspect des opérations. Donc, je dirais que le niveau de professionnalisation de l'équipe a monté très rapidement suite à l'installation de ce laboratoire-là, mais aussi la ronde d'investissement. Donc, je dirais que c'est beaucoup d'accélération. Aussi, à partir du moment qu'on était installé dans le laboratoire, on a eu la capacité de produire plus que ce qu'on avait auparavant. Donc, on a mis le pied sur l'accélérateur à partir de ce moment-là.
La recherche, le développement aussi, vous les gardez au Québec. Oui. Ça, c'est important. Vous tenez à la marque OMI laboratoire aussi en français. Oui, on a gardé laboratoire sur tous nos produits. Pour l'appartenance francophone. Absolument. Puis le français a toujours été reconnu dans l'industrie cosmétique. Donc, même avec une croissance internationale, pour nous, c'était important de garder cet ADN-là. Effectivement, ça ne nuit pas. Mais jusqu'à quel point l'aspect local, la communauté, c'est important dans ta démarche d'entrepreneuriat? J'ai toujours dit que je voulais créer de la richesse ici. T'sais, on pourrait dire, OK, on va faire produire nos produits en Ontario ou on pourrait les faire produire ailleurs. Puis non, nous, on a décidé de créer notre propre laboratoire, d'engager nos propres scientifiques. Cette démarche-là, pour moi, c'est de la création de richesse au Québec. Puis je suis fière de qu'est-ce qu'on a créé avec les ressources qu'on a. Puis je trouve que c'est aussi un modèle à suivre pour les prochains entrepreneurs, les jeunes qui ont le goût d'entreprendre, de dire, bien, je suis capable de le faire ici au Québec. J'ai pas besoin d'aller à Silicon Valley pour créer une entreprise qui a une belle croissance. Ça se fait ici. Le domaine manufacturier, ça se fait encore au Québec. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui était important tant pour moi qu'Andrea de dire, bien, l'impact qu'on a, on l'a ici. On a eu le soutien de la communauté dans la création de l'entreprise, puis maintenant, on redonne d'une certaine façon aussi. Les cosmétiques, c'est pas réputé pour être très environnement friendly. En tout cas, dans l'histoire, il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup de déchets dans des grandes entreprises, il y a beaucoup de produits chimiques aussi. Vous voulez être carboneutre l'an prochain. Comment vous arrivez, vous, à faire mieux que les autres? Je pense que c'est dans la démarche, dans sa globalité, le fait de faire l'analyse de chaque chose dans l'entreprise et puis d'innover, tu sais. Je donne l'exemple des recharges parce que ça a été vraiment, vraiment long à mettre en place, mon système de recharge universel. Mais je me disais, ça me sert à rien de faire encore des produits comme tout le monde rechargeables, que les gens vont acheter une fois le produit au cours de leur vie, puis 6 mois après, leur peau a changé. Puis là, paf, il faut qu'ils achètent un autre produit rechargeable, puis là, la bouteille, elle sert à rien. Tu sais, c'est un peu comme une roue sans fin. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de greenwashing dans l'industrie cosmétique. Puis je voulais créer un système qui allait être périn, puis que les gens allaient réutiliser au maximum. J'ai appliqué, pour ce produit-là en particulier, j'ai appliqué le concept des 3 R, fait que réduire, réutilise, recycle. Dans un seul produit, j'ai vraiment pris le temps de tout mettre ça en place. Donc, je dirais que c'est de prendre le temps d'analyser chaque chose dans l'entreprise, puis de voir l'impact que ça a. À peu près 85 % de vos employés, c'est des femmes. Oui. Tes maîtres mots, tu l'as déjà dit dans d'autres entrevues, égalité, entrepreneuriat, diversité. Tu insistes aussi pour que vos produits soient non-genrés, parce que les hommes aussi se mettent de la crème de jour, j'en suis la preuve. Mais jusqu'à quel point ta génération d'entrepreneurs pousse vers une autre façon de voir les affaires? Est-ce que tu sens cette pression-là? Je la sens pas, je la vis. Je veux dire, dans le sens que je pense qu'Andrea, moi et plusieurs autres entrepreneurs autour de nous, on fait partie de ce changement-là, puis on l'a créé à quelque part, ce mouvement-là. Ça fait partie des valeurs qu'on nous a inculquées dans notre génération, d'être très inclusif, de penser aux personnes qui sont peut-être oubliées, puis aussi dans notre modèle d'affaires, Andrea puis moi, dès le départ, on existe parce que il y a certaines personnes très spécifiques qui ne trouvaient pas des produits adaptés. Donc, on existe pour penser aux gens qui sont oubliés. Donc, de base, l'inclusion, ça fait partie de notre ADN. Puis, je pense que ça met une certaine pression ensuite aux grandes entreprises de devoir suivre le pas aussi, puis de réaliser qu'on devrait vraiment être plus inclusif, puis à un autre niveau. Puis, je vais donner un exemple. Je donne des formations récemment aux cosméticiennes. Puis, moi, j'étais dans le domaine de l'ingrédient avant. J'ai vu le prix des ingrédients. Puis, un bon ingrédient anti-âge, c'est le même prix qu'un bon ingrédient anti-acné, qu'un bon ingrédient anti-rougeur. Puis moi, j'étais frustrée. Ça venait me chercher là, en dedans de moi quand je vendais une crème à 200-300 $ à une femme parce qu'elle avait la peau mature. Puis paf, le produit est 200-300 $ quand en réalité, en termes d'ingrédients, il n'y a pas une grosse différence de prix entre ce produit-là et un produit pour les rougeurs. Donc, l'âgisme en cosmétique est très, très, très présent. Nous, on se bat contre ça d'une certaine façon, dans le sens que tous mes sérums, toutes mes crèmes sont toujours le même prix, peu importe les caractéristiques individuelles de la personne à qui je m'adresse. Puis on se bat aussi un peu contre ce sexisme-là qui est très présent. Souvent, les produits pour hommes sont moins chers que ceux pour femmes. Il y a les mêmes ingrédients dedans, ça s'explique pas. Donc, c'est la même chose chez OMI. Peu importe les ingrédients qu'on met, le prix du produit reste le même. Puis même nos 3 nouveaux sérums qu'on a lancés en pharmacie, c'est le même prix. Je veux dire, la qualité des formulations, le prix des formulations est exactement le même, peu importe le type de peau. On a mis des bons ingrédients pour chaque type de peau. Donc, voilà.
Vous êtes toutes les deux, Andrea et toi, des entrepreneurs d'une génération aussi qui a grandi avec les réseaux sociaux, hein, le marketing numérique, beaucoup. Comment ça teinte votre approche d'entreprise? Au départ, quand tu n'as pas beaucoup de sous, tu peux pas t'imaginer faire une pub à la télévision. Déjà, en partant, on retourne en arrière. C'était pas possible. Donc, il faut commencer à quelque part pour se faire découvrir. À ce moment-là, les créateurs de contenu étaient une belle option pour nous faire découvrir par plusieurs personnes. Les créateurs de contenu doivent créer du contenu intéressant. Le fait qu'on fasse de la personnalisation, bien, c'est aussi une expérience intéressante à montrer. Il y a une différence aussi quand tu payes un influenceur un certain montant pour qu'il parle de l'entreprise. Je trouve que c'est jamais aussi authentique que quand il décide d'en parler par lui-même. Donc, vous n'avez pas payé des gens pour qu'ils en parlent? On a fait les deux, évidemment, comme toute entreprise, mais je peux dire que l'impact est beaucoup plus grand quand la personne en parle plus fréquemment, puis utilise réellement les produits, puis que ça fait partie de sa routine. Donc ça, je crois que c'est une des grandes avenues de marketing qu'on a beaucoup utilisées. Le but, c'est de se faire découvrir. Les gens... Il y a personne... OK, ça, c'est vrai. Il y a personne qui se réveille un matin et qui se dit « J'ai besoin d'une crème personnalisée ». Nous, on apprend aux gens que c'est possible d'avoir une crème faite sur mesure pour eux. Fait que c'est quand même difficile de vendre un produit que les gens savent même pas que ça existe. Qu'on a comme un défi supplémentaire d'éducation, de dire aux gens « Hey, tu peux faire une crème, il y a ton nom dessus, tes ingrédients, ta texture, ton odeur, elle est fraîchement faite en laboratoire juste pour toi, puis c'est le même prix que la crème que tu achètes normalement. » Donc, il y a comme un défi supplémentaire de, 1, faire découvrir le concept, 2, faire découvrir la marque. L'an dernier, vous avez mené une ronde de financement. Vous avez amassé 11 millions de dollars pour vous attaquer de front au marché américain. Là. Il y a eu Fonds d'action, il y a eu la BDC, il y a eu Crédit Mutuel notamment. Est-ce que ça a été difficile d'aller chercher cet investissement-là, de convaincre des investisseurs? Bien, je peux pas dire que ça a été très difficile de convaincre des investisseurs. C'est pour ça qu'on a 4 partenaires autour de la table, puis il y a plusieurs personnes qui finalement, ils voulaient rentrer, puis on était comme là, on peut pas avoir 10 personnes autour de nous. Ce qui les a vraiment impressionnés, c'est la fidélité de notre clientèle. C'est ce qui a fait qu'on avait autant d'attractions pour lever un investissement chez Omi parce que notre clientèle est tellement fidèle qu'on se compare à des business de type, ce que j'appelle SaaS, donc tu sais, les applications avec des memberships puis que les gens payent à tous les mois. Bien, Omi, ça se compare à ça en termes de modèle d'affaires tellement que la clientèle est récurrente. Puis vu qu'on vendait seulement en ligne, bien, on avait vraiment une grande visibilité sur la satisfaction puis les données versus si on avait lancé en mode multicanal, bien, tu le sais pas, là, si ton client il a acheté à un endroit ou à un autre, tu perds toute cette donnée-là. Donc, nous, on savait que la clientèle était satisfaite, fidèle, puis rachetait, puis c'est ce qui a le plus impressionné les investisseurs, puis c'est pour ça qu'on avait autant de gens autour de la table qui voulaient nous donner de l'argent, alors que c'était pas la meilleure période pour lever des sous, là. Et en décembre, il y a Forbes qui te classe dans son palmarès des 30 under 30, les 30 en bas de 30 ans, dans la catégorie détail et commerce électronique. C'est très prestigieux, ça. Il y en a qui diraient ça change pas le monde, sauf que. Qu'est-ce que ça change exactement? Qu'est-ce que ça te permet, une nomination comme ça? Je pense que ça donne réellement de la crédibilité. Autant à moi comme entrepreneur, mais aussi à l'entreprise. Le fait d'avoir une parution dans Forbes, ben, c'est aussi une visibilité supplémentaire sur un marché qui est quand même beaucoup plus difficile à percer, le marché des États-Unis. Chaque initiative marketing qu'on peut faire qui est plus organique, qui n'est pas trop coûteuse pour aller chercher une belle visibilité, il faut le faire. Je veux dire, c'est un marché qui est très difficile, le marché des États-Unis. Donc, nous, ça nous aide là-dessus, mais c'est aussi une belle flatterie pour moi puis pour mon équipe de dire « Hey, on a construit quelque chose au Québec, puis aujourd'hui, ça se nomine dans Forbes. » C'est quand même pas négligeable. L'automne dernier, tu as eu ton premier enfant. C'est pas simple quand on est entrepreneur. Andrea, ton associée aussi, en a parlé parce qu'elle avait accouché de jumelles, puis elle disait être mère en affaires, c'est plein d'obstacles. Puis ça me rappelle un peu l'article Why Women Can't Have It All. Je sais pas si tu l'avais lu dans le magazine The Atlantic en 2012. Pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais alors que ton entreprise est sur une lancée extraordinaire? Je suis quelqu'un de très analytique, puis aussi dans ma vie personnelle. Mon conjoint est un peu comme moi, donc on prend des risques calculés. Ça faisait longtemps que j'avais parlé à Andrea que moi, je voulais avoir des enfants et tout, mais
je sentais que l'entreprise était encore trop instable, puis que j'avais pas encore les bons piliers autour de moi, les bons directeurs qui allaient prendre l'entreprise sur leurs épaules si jamais il arrivait quoi que ce soit. Pour moi, c'était important de me sentir confiante et en sécurité. Puis avec l'investissement, puis avec la belle croissance qu'on a eue, on a vraiment une équipe exceptionnelle en place actuellement, ce qui fait que je suis pas partie longtemps, là. Je suis partie 7 semaines. Okay? On s'entend qu'Andrea aussi est partie 5 semaines. Là. Donc, les deux, on n'est pas partis longtemps, mais juste de sentir qu'on avait une équipe qui était capable de prendre ce poids-là de notre départ pendant un certain nombre de semaines, pour nous, c'était vraiment essentiel. Donc, j'ai attendu de sentir que l'entreprise soit prête pour pouvoir avoir des enfants dans ma vie personnelle. Puis, j'ai aussi un conjoint qui est exceptionnel, qui me permet d'à la fois être en affaires et être maman. Donc, comme Andrea, c'est lui qui a pris la majorité du congé. Fait qu'il y a comme tout ça aussi qui vient dans la balance. Mais est-ce que la maternité te transforme un peu comme femme d'affaires, justement parce que tes employés sont majoritairement des femmes aussi? Ça nous permet de prioriser puis d'analyser notre impact aussi sur les prochaines générations. Puis je pense que c'est drôle parce qu'Andrea et moi, on a juste des filles. On a 3 filles, dans le fond. Puis tu sais, on voit aussi en elle la possibilité de prendre la relève, même si elle décide de pas le faire, c'est pas grave. Mais on voit l'avenir devant nous. C'est tellement une belle expérience que je trouve que ça nous fait grandir en tant qu'entrepreneurs aussi. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises pas mal plus puissantes qui vont essayer de vous copier. Comment on protège ses acquis, puis surtout son modèle d'entreprise quand on a des géants comme ça qui vont juste voir ce que vous faites puis qui vont dire, nous, on en a des millions à dépenser puis on va les... Oui. Je vais leur dire, essayez-le. Je vais leur dire, moi, j'ai toujours dit chez Omi, j'ai décidé de ne pas faire de brevet au début de l'entreprise. J'aurais pu. J'avais comme plusieurs options. Puis j'ai toujours dit, on va juste être plus innovant puis plus rapide que les autres sur le marché. Puis c'est la vision que j'ai. Puis Omi évolue à tous les jours. On va être différent demain de ce qu'on est aujourd'hui. Puis ça va être très difficile pour un compétiteur de dire, je vais faire pareil comme eux parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui s'en vient au prochain tournant. Donc, le fait d'innover, je pense que ça nous permet vraiment de rester en avance sur nos compétiteurs puis de garder cette culture-là de start-up, même si l'entreprise grandit. Ça fait partie de nos défis au quotidien, Andrea puis moi, puis on veut garder ça au sein de l'entreprise. Vous voulez le garder ici aussi? Je veux dire, s'il y a un Sephora ou un L'Oréal qui met de l'argent sur la table, est-ce que vous considéreriez les deux vendre l'entreprise? Ou? C'est pas du tout dans les plans actuellement, ça c'est sûr et certain. Puis si un jour vente a lieu, ça va être dans des conditions très particulières. Puis notre but d'avoir créé ça, c'est pour que ça reste au Québec. Puis on a créé un écosystème qui vit très bien ici. Donc, notre but, c'est que ça reste ici puis qu'on trouve des méthodes pour que l'entreprise continue à croître. Puis, Andrea puis moi, on a le goût de rester le plus longtemps qu'on est capable dans cette entreprise-là. Donc, on va s'arranger pour que ça ait lieu, là. Mais vous accepteriez jamais qu'un investisseur arrive puis dise, je veux qu'on double, qu'on triple notre croissance au prix d'aller chercher des trucs en Chine, d'avoir des formules qui soient moins bonnes pour l'environnement. Il y a des valeurs à garder. Parce que si tu fais ça, tu détruis ton entreprise pour après. Si tu as des clients fidèles, c'est la base du reste. Si tu décides de lancer un produit sur le marché que tu le sais qu'il ne marchera pas, puis que les gens l'achètent, puis là, tout d'un coup, ta clientèle, elle devient plus fidèle à cause de ça parce qu'elle dit, là, Omi, ils se mettent à nous vendre n'importe quoi, c'est pas bon, peu importe. Après ça, tu viens de détruire toutes tes années à venir, puis ta croissance à venir, puis toute ta fidélité que tu as construite pendant des années. Donc, les décisions qu'on prend aujourd'hui comme entreprise, elles vont avoir un impact sur les années qui s'en viennent. Donc, ça, c'est important. Puis si un investisseur décide de rentrer puis de faire des mouvements comme ça, c'est qu'il ne comprend pas le tableau. L'entreprise dans laquelle il entre. Exact, carrément, exact. Oui. Tu es jeune, tu sembles être en voie de réaliser pas mal tous tes rêves professionnels. C'est peut-être même au-delà de ce que tu espérais. Des rêves personnels à toi, est-ce qu'il t'en reste aussi à accomplir? Moi, j'ai toujours dit je vais être heureuse tant que je peux créer. Puis ça, ça peut être créer dans notre vie quotidienne à faire des mélanges à gâteaux, comme ça peut être de formuler des produits. Puis je pense que mon rêve de petite fille, là, je l'ai atteint. Puis je m'en suis rendu compte quand je l'ai atteint. J'ai comme pris un 2 minutes et je me suis dit, my God, mon rêve, il est fait.
comme what's next? C'est quoi Ça peut qui se être passe? terrible. Ça peut être terrible de se Ouais. dire ça parce qu'atteindre ses rêves, c'est qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? C'est ça. Puis ben, finalement, je me suis dit, OK, ben, on va viser plus haut. Puis on va viser plus haut. Puis la vie, ça sert aussi à avoir du plaisir, à avoir de l'impact. Puis de réaliser l'impact qu'on a, c'est super important. Puis c'est pas obligé d'être des rêves énormes. Là. On n'est pas obligé de vouloir devenir Bill Gates. Là. Mais pour moi, mon côté comme entrepreneurial de monter, personnellement, il est atteint, mais de créer, j'en aurai jamais assez. Fait que ça, je pense que ça fait partie de qui je suis. Puis je sais que j'ai beaucoup de plaisir qui s'en vient au cours des prochaines années. Je te souhaite encore beaucoup de problèmes pour y trouver des Oui. solutions parce que ça a l'air d'être la motivation première. Ouais. Merci beaucoup, Rachel Séguin. Merci. Le balado Ça part d'une idée est une production de l'actualité. Recherche et animation, Jean-Philippe Cipriani. Réalisation, Récréation. Mixage sonore et thème musical, Francis Thibault. Musique additionnelle, BAM Musique. Prise de son, Raphaël Limoges-Côté. Ce balado vous a plu? Écoutez les autres épisodes de la série à l'actualité.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt.